Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce midi pour ce webinaire d'experts sur le secteur agroalimentaire dans le cadre de Relançons Montréal. Je me présente, Sébastien Lagus, chef compte majeur et partenariat à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Avant de commencer la conférence, permettez-moi de vous rappeler le contexte du mouvement Relançons Montréal. Ça fait plus d'un an que nous vivons une crise sanitaire. Nous avons tous traversé une année qui marquera l'histoire à bien des niveaux. Nous avons lancé à l'automne dernier Relançons Montréal, qui est un mouvement visant à mobiliser les acteurs de l'écosystème économique du Grand Montréal autour de la relance. Jusqu'à présent, immense participation avec plus de 250 participants et 250 conférenciers et 6 000 participants. Le webinaire d'aujourd'hui, qui fait suite à la causerie sur l'agroalimentaire qui s'est tenue le 31 mars dernier, abordera donc l'importance de la filière agroalimentaire au sein du tissu économique du Grand Montréal. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre animateur, Yacine Lafare, conseiller principal, stratégie d'affaires, Desjardins Entreprises. À toi, Yacine. Merci, Sébastien, pour cette introduction. Je vais effectivement avoir le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire en compagnie d'André Michaud, président d'Agro-Québec, de Gérald Caillouet, PDG de DMB Distribution Alimentaire, et de Sylvain Morel, vice-président marché agricole et agroalimentaire au sein des services aux entreprises du mouvement Desjardins. Messieurs, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, très bien, merci. Parfait. Alors, peut-être en préambule, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter succinctement pour notre audience, en commençant peut-être par André, puis Gérald, et puis enfin Sylvain? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis André Michaud, président d'Agro-Québec, une entreprise qui accompagne d'autres entreprises du secteur de l'agriculture, du secteur de l'agroalimentaire, en fait du système agroalimentaire au Québec. On les accompagne en termes de positionnement stratégique, développement d'affaires, stratégie de marketing, relations d'affaires avec les grands distributeurs. Et il y a également une deuxième division d'Agro-Québec qui s'appelle Agro-Québec Média, qui se préoccupe de diffuser de l'information sur tout le secteur agroalimentaire au Québec. Merci André. Bienvenue Gérald, la parole est à toi. Merci Yacine. Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, merci à Desjardins et merci à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'invitation, c'est apprécié. Donc, je suis Gérald Caillouet, je suis le PDG de DMB Distribution Alimentaire. Je suis dans l'agroalimentaire depuis 35 ans. DMB Distribution Alimentaire a fêté ses 40 ans il y a quelques mois, en février. Nous sommes spécialisés dans le marché du détail au Québec. On couvre l'ensemble de la province de Québec. Et on se donne comme mandat d'être un partenaire de grandes chaînes d'alimentation comme Métro, Sobeys et Provigo. Nous avons des entrepôts à la grandeur de la province de Québec. Et depuis l'année passée, on a maintenant un entrepôt dans l'Ontario, donc on va en parler un petit peu tantôt. Et on travaille avec principalement 300 fournisseurs qui sont des fournisseurs québécois. Donc, au plaisir de pouvoir jaser avec vous pendant la prochaine heure. Merci Gérald, je pense que tes éclairages vont être très précieux. Sylvain, je t'en prie, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je travaille dans le merveilleux secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour Desjardins. Chez Desjardins, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est un secteur qu'on chérit et qu'on travaille depuis très longtemps. On travaille avec une grande partie des agriculteurs du Québec, avec beaucoup de transformateurs. Environ 200 personnes chez Desjardins qui travaillent avec ce secteur-là et avec qui j'ai la chance de travailler. Donc, ça fait de nous des experts de ce secteur-là et je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur différentes questions. Merci Sylvain, tes éléments aussi vont beaucoup nous éclairer. Alors, effectivement, si messieurs, aujourd'hui on pose le contexte de nos discussions. La crise sanitaire que nous traversons, elle met en lumière deux éléments principaux. À la fois l'importance et la résilience de l'ensemble de la filière au sein du tissu économique du Grand Montréal. Les entreprises, aujourd'hui, quel que soit le maillon dans lequel elles opèrent dans la filière, elles font et elles vont continuer à faire face
à plusieurs défis. Il y a évidemment l'accès à la main-d'œuvre, la sécurisation des exportations, la question de la sécurité alimentaire, le ralentissement des HRI avec plutôt un déplacement de la demande plutôt qu'un ralentissement de la demande, ou encore le développement de nouveaux modèles tels que l'agriculture urbaine. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de nos échanges, pour structurer la discussion, on va aborder 4 grands thèmes qui sont premièrement les stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre avec des exemples concrets de ce qui a pu être mis en œuvre, notamment chez DMB avec toi, Gérald. Deuxièmement, l'anticipation de nouvelles tendances que sont l'achat en ligne, le prêt-à-manger, l'agriculture urbaine, la transformation numérique pour l'ensemble des acteurs de la filière. Troisièmement, le positionnement des entrepreneurs en réponse à la volonté de renforcer la sécurité alimentaire et aux pressions qui pourraient s'exercer sur l'inflation, que l'inflation pourrait exercer sur le pouvoir d'achat. Et puis, on conclura sur le sujet des exportations et les relais que peuvent constituer les infrastructures logistiques du Grand Montréal, notamment grâce aux standards élevés des normes environnementales canadiennes. Alors, tout au long des échanges, j'invite l'audience à nous poser des questions dans le Q&A, qu'elles soient liées à l'une ou l'autre des thématiques ou aux éléments de réponse qu'on apporte. On prendra un temps en fin de webinaire pour les adresser. Alors, donc, si on rentre dans le vif du sujet sur la problématique de la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, je pense que c'est un secret pour personne, constitue un défi avant la pandémie. Et aujourd'hui, les problématiques de recrutement, elles ne sont que plus visibles pour l'ensemble des entreprises de la filière. Cette problématique, elle est corrélée à plein de paramètres, notamment la fermeture des frontières, les enjeux d'immigration, toutes les évolutions générationnelles et l'attrait des nouvelles générations pour la filière qui tournent autour des questions de pénibilité du travail, qui sont donc autant de variables qui viennent complexifier cette équation. Face à ce constat, si on se pose peut-être une première question qui est liée aux stratégies que peuvent mettre en œuvre des acteurs de la filière pour répondre à cette question, en commençant par Gérald, si tu as peut-être une expérience à nous partager sur ce sujet. Effectivement, merci Yacine. Donc, la main-d'œuvre a été chez DMB un élément ou un enjeu très important dans les dernières années. Nous avons chez DMB 250 employés. Donc, on travaille très fort avec nos partenaires au niveau des syndicats et ça va très, très bien. Cependant, depuis 2 ans, c'est très intense, comme tu l'as mentionné dès le départ. Donc, on avait des enjeux au niveau de 2 secteurs particuliers, au niveau de la main-d'œuvre en entrepôt et la main-d'œuvre au niveau des chauffeurs. Ce qu'on a mis en place avec l'équipe de direction dans les derniers mois, on a essayé de trouver des solutions créatives pour être capable de renforcer notre position au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau des chauffeurs de camions, on a réajusté évidemment une partie des salaires, ce qui a comblé un certain besoin. On a aussi commencé à faire de l'embauche internationale pour nous aider à renforcer notre position au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de l'entrepôt, ce que nous avons essayé de faire avec l'équipe, c'est de bâtir un processus pour avoir ce qu'on appelle des primes de présence. Donc, on a bâti une prime de présence qui renforce la présence à l'entrepôt, donc dans notre entrepôt de Mascouche pour nos employés de montage de commandes principalement. Et c'est un principe qui fait que plus les employés sont présents au travail, plus la prime grossit de semaine en semaine. Donc, cette stratégie-là que nous avons mis en place à la milieu de l'année passée nous a permis de sentir un certain regain au niveau de la main-d'œuvre et nous a permis d'affronter les périodes de pointe que nous vivions dans le mois de novembre, dans le mois de décembre avec la croissance des volumes que nous vivions avec la pandémie. Donc, c'est un élément que nous avons mis en place qui semble faire certains fruits, certains objectifs intéressants.
Il nous permet d'affronter les prochains mois de façon intéressante aussi. Je sais qu'André aussi, tu avais certains commentaires au niveau de la main-d'œuvre. Je sais que de ton côté, c'est assez intense aussi. Oui, absolument. Pour l'ensemble de la filière agroalimentaire, écoutez, moi, ce que j'ai vu depuis mars 2020, vous disiez tout à l'heure, Yacine, que les problèmes de main-d'œuvre étaient présents avant la pandémie. Non seulement ils sont toujours présents, mais ils se sont considérablement accentués. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est dans la plupart des dossiers sur lesquels je travaille, une augmentation de 15% des ventes et une diminution de 15% de la main-d'œuvre. Alors, si vous mettez ensemble ces deux chiffres, ben c'est un pur cauchemar. Je pense, en ce qui me concerne, que c'est un ensemble de solutions qu'il va falloir mettre en œuvre et il va falloir le faire vite, rapidement, de façon extrêmement structurée pour essayer justement non pas de régler ce problème-là, mais tout au moins de l'amoindrir. Il y a deux éléments pour moi qui me rejoignent, qui me viennent tout de suite en tête. C'est celui, bien évidemment, du développement des technologies. On parle beaucoup de robotisation, on parle beaucoup d'automatisation, de valorisation des données dans le but, si vous voulez, d'aller chercher des gains de productivité pour justement diminuer cette pression-là en ce qui concerne le manque de main-d'œuvre. Et l'autre volet qui est un incontournable, c'est celui de l'immigration. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'ouvrir les portes. D'ailleurs, je salue l'annonce du gouvernement fédéral hier en ce qui concerne d'avoir mis en place des voies accélérées vers la résidence permanente pour des immigrants qui sont formés, qui ont des diplômes. Malheureusement, je ne comprends pas que le Québec n'emboîte pas le pas en ce qui concerne cette voie accélérée pour les immigrants. On n'aura pas le choix. Écoutez, ça nous prend des ingénieurs qualifiés, ça prend des techniciens spécialisés, des opérateurs formés. Alors, modernisation, développement des technologies, l'immigration. Écoutez, c'est bien beau, là, les travailleurs temporaires étrangers, mais c'est un modèle qui écoutez, dans le contexte actuel, qui est problématique et probablement même en fin de vie. Là. Je ne veux pas me faire un oiseau de malheur, mais c'est un peu la réalité que l'on vit. Merci André. En fait, on voit à travers vos deux premières réponses qu'il y a plusieurs. C'est une équation complexe. Les mécanismes financiers, les incitatifs financiers peuvent être une réponse à ça. Les techs, effectivement, l'immigration qui est une variable de l'équation importante. Sylvain, sur cette question-là de la main-d'œuvre, quel est ton regard? Pour compléter un peu ce qu'ont dit nos deux autres conférenciers, là, je crois là, que ça passe aussi par la formation, par une meilleure communication aussi entre les intervenants de la chaîne. Là. On a beaucoup vu dans la dernière année là, des goulots d'étranglement se créer quand il arrivait des exemples, le secteur des abattoirs là, était vraiment un goulot d'étranglement à certains moments. Et là, une meilleure communication à travers la chaîne, l'ajout d'intelligence peut-être artificielle entre les maillons de la chaîne qui se parlent plus rapidement et de faire en sorte, là, comme disait André, là, de former de la main-d'œuvre parce que c'est bien beau là, de mettre des nouveaux équipements, d'aller vers le 4.0, de vouloir rendre les entreprises plus performantes. Mais pour aller là, les entreprises, à ce moment-là, ont besoin de technologistes, ont besoin d'ingénieurs, puis il faut capitaliser là-dessus. Puis je pense que ça, Montréal là, peut grandement contribuer à ça, là, à la formation des gens du secteur agricole et agroalimentaire. Et je pense que ça va passer par là, dans le fond. Ça passe par tous ces petits moyens-là et évidemment là, par faciliter l'immigration pour avoir du personnel permanent dans nos entreprises. Parce qu'au-delà, Yacine, si vous permettez, au-delà des problématiques que ça crée au niveau des entreprises, c'est la pression que ça met également sur le prix des aliments. Écoutez, si les entreprises ne réussissent pas à produire ni à transformer leurs aliments, ça crée une rareté, ça crée une pression sur les prix et ça remet en question la sécurité alimentaire des Québécois. Alors, il faut véritablement s'attaquer à ce problème-là et rapidement.
Non, mais effectivement, c'est parfaitement juste, hein. Il y aura des conséquences en bout de ligne, et je pense que c'est l'ensemble du système alimentaire, à la fois les consommateurs qui pâtiront de ces enjeux de main-d'œuvre. Et puis, mais le point sur l'attractivité, alors est-ce que toutes ces jeunes générations, hein, ça fait le lien avec ce que tu disais, Sylvain, et la formation qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi sur l'attractivité de la filière, avec toutes les questions autour de la pénibilité du travail et le regain d'intérêt que peuvent avoir les jeunes générations pour l'ensemble des métiers de la filière? Est-ce que c'est aussi un axe à travailler? Ah, définitivement. Puis, tu sais, il faut que travailler dans le secteur agroalimentaire, ça soit glamour, là. Travailler dans une usine 4.0 du secteur agroalimentaire ou travailler dans une ferme où il y a des robots et où il y a des équipements de 500 000 à 1 million de dollars là, pour cultiver puis pour s'occuper des animaux, là, ben, c'est aussi intéressant puis c'est aussi challengeant que travailler dans tout autre secteur de l'économie. Et ça, il faut le laisser savoir à nos jeunes au primaire, au secondaire, puis peut-être qu'ils seront tentés d'aller étudier en technologie puis à l'université là, pour aller dans le secteur agroalimentaire. Puis quand on étudie dans le secteur agroalimentaire, je peux vous garantir qu'on ne manque jamais de travail. Effectivement. Mais en fait, c'est l'intérêt qu'on a laissé de côté par rapport à la formation professionnelle qui est essentielle, là. Et ça prend des spécialistes, ça prend des soudeurs, ça prend des techniciens. Il n'y a pas juste Star Academy, là. Tout le monde ne peut pas chanter, ce n'est pas possible. Alors, il faut valoriser effectivement l'industrie, il faut valoriser les métiers pour qu'au bout du compte, on soit compétitif et qu'on soit capable de produire, non seulement pour l'exportation, mais pour nous-mêmes avant toute chose. Je pense qu'effectivement, puis le regain d'intérêt, en tout cas l'attrait qu'ont les jeunes générations pour les questions écologiques, je pense que ça peut aussi être un vecteur qui attirera ces jeunes générations vers la filière puisqu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact sur l'environnement, je pense que la filière agroalimentaire dans son ensemble est la filière dans laquelle il faut se trouver. Parfait, messieurs. Alors effectivement, je pense que cette question de la main-d'œuvre, on l'a vu, hein, c'est vraiment une équation complexe, hein, c'est plusieurs leviers qui vont permettre de l'adresser. Si on se projette maintenant sur, de façon peut-être un peu plus globale, différentes réalités, différents enjeux qui ont été catalysés par la crise sanitaire, que ce soit l'achat en ligne qui s'est largement développé par la crise sanitaire en aval de la filière, toutes les entreprises qui proposaient également du prêt-à-manger, et puis d'autres tendances que sont l'agriculture urbaine aussi qui a vu un certain nombre d'acteurs prendre de plus en plus de place dans les différents modèles agricoles, sans parler évidemment de la digitalisation en aval, mais pour l'ensemble de la filière des entreprises. Parallèlement à ces tendances structurelles de fond, il y a aussi un point important qui est à noter, c'est celui du ralentissement de l'ensemble des HRI. Alors, on va en parler, hein, souvent, on a tendance mécaniquement à penser que ça a un impact sur la filière. Alors oui, ça a un impact, mais il y a aussi un déplacement de la demande qui s'opère. Sur ce point-là, et alors sur les tendances, peut-être en commençant par André, quelles sont selon toi les principales évolutions des modèles d'affaires, ce qu'on pourrait voir arriver en termes d'évolution liées à ces tendances de fond? Écoutez, c'est difficile d'avoir une boule de cristal et de vous dire comment tout ça va finalement se conclure, là. Mais je vais commencer, si vous le permettez, avec votre parenthèse concernant le secteur HRI, là. Alors, moi, écoutez, la plupart des entreprises de production et de transformation avec qui je travaille, c'est pas compliqué, ont perdu 100% du marché HRI depuis mars 2020. On comprend bien pourquoi. Et vous savez, tout ce marché-là a été... En fait, il n'y a pas eu de perte de revenus parce que finalement, il a été gagné, ça a été regagné au niveau de la vente au détail. Alors, probablement que les consommateurs, nous, l'analyse qu'on en a fait, c'est que les consommateurs, n'allant plus au resto, ne faisant plus de voyages, ayant moins de dépenses,
Et le message de l'Achat Québec, de l'autonomie alimentaire du Québec, qui a probablement, en tout cas, dont on a beaucoup parlé également, probablement inciter les consommateurs justement à se gâter un peu plus, à être un peu plus sensibles en ce qui concerne justement l'achat des produits du Québec, ce qui fait qu'au niveau de la production et de la transformation au moment où on se parle, et écoutez, heureusement, il n'y a pas eu de perte de revenus. Malheureusement, pour le secteur achéri, écoutez, Gérald, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais vos collègues distributeurs du secteur achéri, c'est pratiquement tombé à zéro, là. Totalement. Ouais. Effectivement, nous on l'a senti de façon très forte. Donc, nous, on n'est pas dans le HRI du tout. Donc, on a senti des joueurs, des gros joueurs dans la HRI de se transformer pour se spécialiser un peu plus dans le marché détail. Donc, une présence un peu plus importante de ces gens-là au détail. Nous, ce qu'on a senti aussi de façon importante dans cette crise-là, au niveau de l'achat local, ça a donné un très gros coup de main sur plusieurs petits joueurs locaux, québécois, qui avaient de la difficulté à percer au Québec. Et il y a eu une ouverture extrêmement importante des 3 grandes chaînes d'alimentation, donc Sobeys, Metro et Provigo, qui ont rapidement ouvert les opportunités de listing, les opportunités de mettre en marché les joueurs québécois. Et on l'a senti très rapidement dans le début de la pandémie. Et ça a donné un fier coup de main à la filière agroalimentaire québécoise et de donner un coup de main là, pour la croissance puis le développement de certains partenaires. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, beaucoup finalement de potentialités offertes par ces tendances de fond qui ont plutôt tendance à ouvrir des portes, donc à offrir des opportunités pour les entreprises. Peut-être un point plus spécifique sur la question des régimes alimentaires et de l'essor des protéines végétales. Hein, Sylvain, est-ce que tu as un regard sur le sujet? Oui, certainement. On voit apparaître vraiment beaucoup de croissance dans ce secteur-là. Le secteur des protéines végétales, le secteur aussi du végétal, là, la consommation de fruits et légumes est vraiment en grande augmentation. C'est une tendance de fond, là. Je crois qu'on est en train de modifier notre façon de consommer. C'est aussi une façon de consommer qui coûte un peu moins cher. Hein. Les produits végétaux, habituellement, coûtent un peu moins cher dans l'alimentation. Là, fait que ça vient rebalancer le prix du panier d'alimentation. Puis, mais je reviendrai peut-être sur la HRI aussi. Là. Nos gens d'HRI ont dû s'adapter beaucoup, puis ont dû continuer de fournir les institutions. Puis, on leur doit quand même une fière chandelle de s'être adapté là, en perdant deux de leurs clients là, qui arrêtaient d'acheter puis de pouvoir continuer à fournir les institutions, les hôpitaux, les CHSLD, tous ces joueurs-là, là, ils n'ont pas manqué de nourriture. La chaîne a continué d'être approvisionnée. Là, fait que, il y a des gens qui ont travaillé fort en arrière de ça, là, puis ils méritent d'être reconnus. Là. Absolument, absolument. En fait, je pense que ça caractérise la résilience de l'ensemble des acteurs de la filière, indéniablement. Peut-être une question sur un contexte aujourd'hui qui ressort. On voit beaucoup de discussions entre transformateurs et détaillants sur les meilleures façons de collaborer avec effectivement une concentration plus élevée côté distribution et plus de transformateurs. Est-ce que sur ces discussions en cours, peut-être André, est-ce que tu as un regard sur sur la situation actuelle et sur ces évolutions potentielles? Ben, c'est sûr, vous faites référence sans doute au guide des bonnes pratiques qui a été annoncé récemment alors, par un grand distributeur ici au Québec. Écoutez, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Écoutez, le principe est excellent. C'est sûr que les relations d'affaires entre les distributeurs et les producteurs et les transformateurs, au-delà d'une simple relation d'acheteur-vendeur, il y a une possibilité justement de développer des partenariats. Et c'est véritablement, écoutez, on sent une volonté là, actuellement de l'ensemble des grands distributeurs à vouloir changer les choses.
écoutez, il y a d'importantes failles. C'est un fait. Là. Si on s'est rendu là, si les distributeurs sont rendus justement à parler, de mettre en place des guides de bonne pratique, s'il y avait véritablement eu des abus. Et puis, il va falloir effectivement que j'espère que cette volonté-là n'est pas que de la poudre aux yeux et qu'il y a derrière ça des actions concrètes qui vont être prises justement parce qu'écoutez, je veux dire, les grands distributeurs n'ont pas le choix. Si vous n'avez pas des producteurs et des transformateurs qui sont en santé, ben, c'est ton offre de produit là, qui est affectée. Et les grands distributeurs ont extrêmement bien compris l'importance du positionnement achat Québec, achat local, l'environnement, la santé, name it, là, les grands distributeurs sont de plus en plus conscients. Alors, si les producteurs et les transformateurs ne font pas partie de l'équation et ne sont pas partie prenante, justement, dans ce code de bonne pratique, ben, on n'ira nulle part. Alors, je salue l'intention. Il faudra voir maintenant au niveau du concret comment tout ça va évoluer. Effectivement, ça fait du lien avec ce que disait Sylvain sur comment est-ce que, même sur la question de la main-d'œuvre, l'ensemble des acteurs de la filière doivent communiquer, doivent ensemble mettre en œuvre des solutions qui bénéficient à l'ensemble de la filière. Excellent. Alors, si maintenant on essaie de se poser la question de l'inflation alimentaire, qui est en fait une conséquence de plein d'enjeux là qu'on vient d'adresser et de balayer. Alors les chiffres et les projections montrent qu'effectivement cette année l'inflation alimentaire devrait dépasser l'inflation générale. Et donc ça, évidemment, c'est la conséquence de tout ce qu'on s'est dit, la question de la main-d'œuvre, la question des investissements liés à la modernisation, les investissements liés aussi à la mise en œuvre des protocoles sanitaires qui génèrent des surcoûts pour l'ensemble des acteurs de la filière. Par ailleurs, la crise sanitaire pourrait aussi, de façon exogène, exercer une pression sur le pouvoir d'achat des ménages. On n'est pas à l'abri aujourd'hui. La crise sanitaire qu'on traverse, alors non seulement elle n'est pas terminée, mais bien malin celui qui est capable aujourd'hui de prédire l'avenir et des conséquences que ça pourrait avoir. Dans ce contexte, où effectivement l'ensemble de la filière va devoir répondre à ces pressions qui pourraient s'exercer sur les prix, quels sont, selon vous, les leviers qui pourraient être activés par les entreprises pour réduire les coûts, même si ce n'est pas une question facile, mais qu'est-ce que concrètement les entreprises pourraient faire pour réduire leurs coûts? En commençant peut-être par Sylvain sur cette question. Ouais, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais dans le fond, tout ce qui est l'amélioration des communications dans les chaînes de distribution, production, transformation, distribution, meilleur partage de la donnée, meilleur partage des connaissances, les usines 4.0, tout ça vient baisser les coûts de production. Puis il faut aussi se rendre compte de tout ce qu'on a fait au Canada et au Québec dans les 20 dernières années. Nous, on a pris le choix ici au Canada d'avoir une agriculture et une alimentation de très haute qualité, en respect de l'environnement, en respect du bien-être animal, avec des usines qui aussi sont à la fine pointe, qui amènent une salubrité alimentaire très, très élevée. Bien, ce choix-là, tout le monde en bénéficie dans la filière, les consommateurs en bénéficient, l'environnement en bénéficie. Quelquefois, ces choix-là coûtent un peu plus cher que les choix qui ont été pris par d'autres pays, plus au sud ou même ailleurs dans le monde. Là. Et il faut être conscient des choix qu'on a faits puis de valoriser cette agriculture-là qui est considérée dans le monde comme l'agriculture et l'agroalimentaire canadien, c'est considéré dans le monde comme on est vu comme des gens de très haute qualité. Mais nous, on l'a toujours à l'année longue. Là. Tous les consommateurs l'ont toujours à l'année longue. Il y a un certain coût à cette haute qualité-là. Quand c'est bien intégré dans les chaînes, le coût n'est pas si élevé, mais il est quand même là. Puis, il faut en être conscient, puis il faut peut-être se le rappeler, tout ce qu'on a fait dans notre secteur agricole et agroalimentaire dans les dernières années pour avoir cette qualité-là. Effectivement. Vous avez fait raison. Ouais, vas-y, Gérald. Un élément que j'aimerais rajouter, au niveau de l'inflation,
de notre côté, en tant que distributeur alimentaire, nous sommes un intermédiaire important dans le processus d'établissement des prix pour le prix de détail. On a été capable de résister à une augmentation de nos tarifs dans les dernières années. Par conséquent, la pression que nous avons sur la main-d'œuvre depuis les derniers mois va arriver à faire en sorte que ça va mettre une énorme pression pour ne pas faire des augmentations de tarifs. Et je fais le lien en disant ça sur les innovations. Tantôt, Sylvain, tu parlais d'innovation. Oui, l'innovation, je pense qu'il faut mettre ça de l'avant. On parle souvent de robotisation, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments que la robotisation pour être capable de mettre une pression à la baisse sur les coûts d'opération. Je pense aussi à l'automatisation. Et dans notre cas, nous autres, on parle d'automatisation de processus. Souvent, dans une entreprise comme la nôtre, où on est très manuel, la robotisation devient très difficile, mais une amélioration des processus qui peuvent être utilisés en utilisant l'innovation technologique va nous permettre peut-être de freiner la pression que nous avons à augmenter nos tarifs. C'est un élément que je voulais rapporter, Sylvain, tantôt. Puis il y a un élément aussi important de dire que l'inflation, ce n'est pas nécessairement un élément négatif, l'inflation. Si on est capable de bien le gérer, si nos partenaires, si les transformateurs alimentaires, les fournisseurs alimentaires sont en mesure de pouvoir faire des inflations de leur côté au niveau des grandes chaînes d'alimentation, ben, l'agroalimentaire en général, je crois, va s'en sortir un peu mieux pour être capable de refiler cette pression-là pour nos partenaires fournisseurs. Un petit commentaire que je voulais rajouter, Yacine. Merci. J'aimerais revenir sur ce que Sylvain parlait tout à l'heure quand il parlait des produits du Québec. Effectivement, tu as tout à fait raison, Sylvain. C'est des choix de société qu'on a faits. Puis ça date d'il y a plus de 20 ans, ça date presque de la Révolution tranquille, tu sais, la salubrité des aliments, l'environnement, toutes les valeurs par rapport à la santé qui vont aller en grandissant, les conditions de travail des travailleurs. Il y en a toute une liste là, de choix de société, de valeurs ajoutées que le Québec s'est donné. Puis ça, même dans les productions de masse, on accuse souvent la production du porc, la production de masse, puis on fait du générique. Ben non. Le porc qu'on produit au Québec est à l'échelle internationale par rapport aux grandes productions, est un porc de niche, est un porc qui est de qualité, qui a toutes ces valeurs ajoutées-là qui sont intégrées. Ce n'est pas parce qu'on exporte du porc au Japon ou qu'on l'exporte en Chine que l'élevage de ce porc-là, on puisse permettre justement de ne pas faire attention à l'environnement ou de ne pas tenir compte des normes de salubrité. Non, il est fait selon les mêmes valeurs. Il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça, tu as tout à fait raison, Sylvain. Puis bon, ben, écoutez, il faut que le consommateur le comprenne bien. Et je ne pense pas qu'on va reculer. Là. Je ne pense pas que le Québec va reculer, que le Canada va reculer, puis qu'on va baisser les normes de salubrité, puis les normes par rapport à l'environnement. On n'est pas là, on n'ira pas là, de toute évidence. Cela dit, Yacine, bien évidemment que le coût de la pandémie au niveau des normes sanitaires, au niveau des entreprises, il est énorme. Là. Il est énorme. Alors, il est difficile, effectivement, cet élément-là met une pression énorme là, au niveau de l'inflation, au niveau des produits. Là. Ça, c'est inévitable. Ouais. D'autant que ces mesures sanitaires, elles ont vocation, j'imagine, à durer dans le temps. Dans ce que vous voyez, est-ce que ce n'est pas des choses qui s'arrêteront lorsque la pandémie s'arrêtera finalement? Mais il y a des moyens quand même. Il y a des moyens d'améliorer la chaîne. Tu sais, quand on améliore la durée de vie d'un produit de quelques jours seulement, là, ben, pour un transformateur, pour un distributeur comme toi, Gérald, là, si tu peux passer au marché d'alimentation 2 fois dans la semaine au lieu de passer 3 fois parce que la durée de vie des produits s'est un petit peu améliorée à cause des emballages, ben, ça, c'est des réels gains de productivité qui font en sorte qu'on peut contrer de l'inflation. Effectivement.
Puis les fournisseurs, le bénéfice pour le fournisseur est extrêmement important à ce niveau-là aussi. Donc, dans toute la chaîne de production, si tu es capable, à ton point, d'aller chercher des améliorations de processus qui font en sorte que, dans un exemple comme tu t'en parles, tu réalises une économie au niveau de la durée de vie des produits. C'est extrêmement intéressant. Mais on va y arriver avec la recherche, avec l'innovation, avec la formation. C'est comme ça qu'on va y arriver. Vous savez, la souveraineté alimentaire du Québec, l'autonomie alimentaire du Québec, ce n'est pas juste de faire plus de carottes ou d'élever plus de bœuf ou quoi que ce soit. C'est tout ce qui est autour. On peut avoir nos propres ingénieurs, développer nos propres technologies, nos propres intrants, avoir nos propres travailleurs. C'est ça l'autonomie alimentaire, parce qu'à partir du moment où tu dépends d'un autre pays, que ce soit pour un intrant, que ce soit pour un travailleur, que ce soit pour quoi que ce soit, dépendre du produit ou dépendre de ce qui est autour du produit, tu n'es pas plus avancé. Alors, c'est l'ensemble de la filière qu'il va falloir développer, nos propres technologies pour en arriver justement à développer des gains de productivité. Puis voilà, on a du travail. Non, il y a beaucoup de défis, mais c'est intéressant parce qu'on voit que les enjeux, ils se trouvent autant à l'extérieur de la filière qu'à l'intérieur. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup aussi de choses à faire entre les différents maillons de la chaîne. Et puis, j'aimais aussi le point qu'a amené Gérald sur le fait qu'on pense beaucoup à l'innovation à travers la technologie, mais ça passe aussi par d'autres moyens, leviers qui ne sont pas forcément technologiques. Et l'exemple de Sylvain l'est parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a des innovations qui ne sont pas tech du tout, qui permettraient en fait d'accroître la productivité. Donc, je pense que c'est un message intéressant à faire passer. Puis c'est un secteur où ça vaut la peine de faire cet investissement-là parce que chaque personne là, a besoin du secteur agroalimentaire 3 fois par jour. Puis durant la pandémie, ce secteur-là, là, il ne s'est pas écroulé du tout. Hein. Au contraire, il a augmenté. On est dans un secteur essentiel. Quoi de mieux qu'un secteur essentiel? Puis c'est un secteur en plus où on peut améliorer notre balance économique. On est un exportateur de produits alimentaires. On s'en sert en premier lieu pour nous, mais après ça, on peut l'exporter. On a des grandes superficies au Québec et au Canada. C'est un secteur parfait pour développer puis développer notre balance, puis améliorer notre balance économique aussi. Je reviens sur le point de tantôt, Sylvain, quand tu parlais de la protéine végétale, entre autres. J'irais plus loin que la protéine végétale. J'irais dans le fait qu'il y a plusieurs années, on était au Québec, il y avait plusieurs catégories qui étaient très nichées, dont les protéines végétales, dont tous les aliments véganes, qui aujourd'hui, avec la pandémie, a fait exploser certaines de ces catégories-là, qui ne sont plus de niche, qui sont maintenant un peu plus ce qu'on appelle mainstream, qui va permettre de faire en sorte que les connaissances des produits de qualité du Québec soient en mesure d'être exportées à l'extérieur du Québec et de se servir de notre notion ou notre réputation de produits de qualité au niveau du Québec pour le faire grandir à l'extérieur de la province. Sûrement. Parfait, mais en fait, ça fait la transition est toute trouvée sur la dernière thématique, effectivement, exact. Qui avait vocation à traiter des exportations. Effectivement, ça va faire du pouce à ce que vous disiez, messieurs, parce que la filière agroalimentaire, c'est la seule industrie en 2020 qui a vu la valeur de ses exportations augmenter, malgré le ralentissement économique. Donc, c'est un constat fort. Par ailleurs, Montréal, effectivement, dispose d'infrastructures logistiques extrêmement robustes, que ce soit le port de Montréal, l'ensemble des zones industrielles ou portuaires, qui font qu'effectivement, il y a des vraies potentialités, des vrais relais de croissance à aller chercher aussi à travers les exportations. Alors, Sylvain, tu parlais de la qualité à promouvoir des produits, effectivement, l'intérêt ou l'attrait que peuvent constituer les normes environnementales et sanitaires des entreprises de la filière. Comment est-ce que, selon vous, on peut justement capitaliser sur ces forces dont dispose le Grand Montréal pour catalyser la relance et puis aussi bénéficier des normes environnementales et sanitaires qui sont extrêmement élevées? En commençant, écoutez, André, si tu veux commencer. Écoute, il
y a des opportunités incroyables en ce qui concerne Montréal, en ce qui concerne le Québec. On est au nord-est des États-Unis. On a un bassin de population autour de Montréal de quoi? De 80 millions de personnes, là. Parce que vous savez, l'exportation, ce n'est pas à l'autre bout du monde, ce n'est pas nécessairement en Chine, c'est ici même, là. Et vous savez, les entreprises, moi, avec lesquelles je travaille, plus les produits sont nichés, plus ils sont en demande en ce qui concerne l'exportation. Et toute la valeur ajoutée, la marque Montréal, la marque Québec qu'on peut faire rayonner dans le nord-est des États-Unis, des produits qui, bon, notamment en ce qui concerne les produits, mettons, produits en serre, les produits séricoles, qui sont produits à partir d'une énergie qui est 100% renouvelable. Et tout le concept du food maize, Montréal est à 600 km de New York. C'est à côté, là. Je veux dire, un produit venant de la grande région de Montréal ou venant du Québec par rapport à un produit qui vient de la Californie et qui est transporté à New York, le nôtre a une valeur ajoutée beaucoup plus grande. Et le consommateur qui s'intéresse au secteur bio, au secteur qui s'intéresse aux produits qui contiennent ces valeurs de responsabilité sociétale, va s'intéresser au food maize. Alors, si on travaille ensemble, qu'on positionne la marque Montréal, qu'on positionne le Québec dans ce bassin de population de 80 millions de personnes, les opportunités sont énormes. Et on a beaucoup de travail de fait là-dessus. On a beaucoup de travail de fait. Les ententes internationales sont signées avec les grands partenaires. Nos normes environnementales sont là. Notre énergie renouvelable, on l'a. On a beaucoup d'eau. Oui. Puis dans le secteur agroalimentaire, l'eau, c'est vraiment très, très important. On a de l'eau de qualité aussi. Oui. On a beaucoup de travail qui est déjà fait, mais il faut le faire connaître des gens à l'extérieur du Canada. Puis ça, là, ça peut vraiment donner un essor. Puis quand une entreprise produit 50 pour le Canada puis 50 pour l'étranger, ben, ce qu'on disait tantôt, l'inflation, là, ben, c'est pas seulement nous qui la supportons, on la fait supporter aussi à des consommateurs qui sont à l'extérieur de notre pays ou de notre province. Fait que, on a plein d'avantages à faire connaître puis à travailler à l'exportation. Sylvain et André, moi, je suis 100% d'accord avec vous autres. Ce que j'aimerais rapporter, par contre, c'est on parle souvent d'exportation, sortir du Canada, mais il ne faut pas oublier que pour un produit québécois, l'exportation, c'est aussi de viser vers l'Ontario. Absolument. Et je crois que nous avons de très grandes opportunités à quelques heures de route de Montréal pour simplement prendre l'expertise et la qualité des produits québécois et de les amener vers un marché ontarien qui est un marché différent du Québec, mais qui est un marché qui est en forte croissance au niveau de produits de qualité. Et ils sont à la recherche de ce genre de produits un peu plus nichés-là que nous sommes capables de fournir. Donc, oui, l'exportation à l'extérieur du Canada, mais n'oublions pas l'exportation à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur du Canada. C'est important, je pense. Effectivement. Puis le Québec est un grand fournisseur des provinces maritimes aussi. Fait que, on peut aller vers l'est, on peut aller vers l'ouest. Effectivement. Parfait, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui ressortent, je crois, de ces échanges, beaucoup de potentialités qui sont offertes aux entreprises de la filière. Ça fait le tour des thématiques que nous traiterons aujourd'hui. Alors, premièrement, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces échanges qui étaient très, très riches. Je crois qu'on a pu faire un tour d'horizon assez complet des défis et des réponses que les entreprises pourront déployer. Alors, on a une question qui nous est posée par Monsieur Franck Lègle. Alors, messieurs, est-ce que vous voyez une évolution aujourd'hui de la filière avec un rapprochement entre les producteurs et les consommateurs à l'image de ce qui peut se faire dans d'autres pays en Europe? Regarde la crise sanitaire, ou bien c'est pour vous quelque chose qui est plus marginal? Moi, je pense qu'on le voit, le rapprochement entre les consommateurs et
et la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, là, on a juste à voir là, comment les émissions de télé sur l'alimentation, les visites de ferme, l'agrotourisme, comment tout ça prend de l'ampleur, de la popularité. Je pense que les gens ont le goût d'en savoir plus. On a la porte ouverte, la chaîne agroalimentaire, dans le fond, pour se dévoiler puis aller communiquer avec ce consommateur-là. Si on le fait de la bonne façon, là, le consommateur, il va être présent. 100% d'accord. Tout l'élément de l'achat local, je crois que cet engouement-là fait en sorte qu'on rapproche le consommateur avec le transformateur et le fournisseur et le producteur. Et je crois que cette tendance-là n'est pas à la veille de s'arrêter. Je crois que l'achat local va exploser dans les prochaines années et c'est tout au bénéfice des fournisseurs et des producteurs québécois pour ça. Effectivement. Puis effectivement, la crise sanitaire est venue exacerber ce phénomène-là. On a écouté au début de la crise, il n'y a presque pas une journée où le premier ministre n'en parlait pas. Il y avait une certaine pression. Va-tu en manquer? N'auras-tu pas? Il n'y avait pas juste le papier de toilette, là. Il y avait tous les autres produits agroalimentaires. Alors, c'est effectivement venu mettre en lumière et sensibiliser encore une fois un peu plus le public sur l'importance de notre production agroalimentaire ici au Québec. Là. Au-delà d'encourager le producteur ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Là. À partir du moment où tu commences à penser, on va-tu en manquer? Là, c'est toute une autre dimension là, qui prend place et qui finalement sensibilise et rejoint le consommateur. Alors, on serait quand même passé de la pandémie, mais si ça a eu ça de bon, ben, écoutez, tant mieux. Hein? Effectivement, merci pour ces réponses. On a d'autres questions, notamment une question de Madame Magali Moreau qui s'interroge sur, effectivement, on a beaucoup parlé des grandes bannières, mais comment est-ce que vous voyez le rôle des épiceries de spécialité dans la relance? Je crois que, André, tu avais parlé un petit peu de ce point en disant que ça ouvrait des marchés de niche aussi pour ce type de bannière. Comment est-ce que vous voyez les épiceries de spécialité dans la relance? Écoutez, c'est sûr c'est sûr que le niveau de concentration de la distribution au Canada et plus particulièrement encore au Québec, il est énorme. Là. Ça ne date pas d'hier. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Il y a quand même de plus en plus, il y a quand même des petits distributeurs, des petits marchés, des marchés publics aussi qui prennent de plus en plus de place. Encore dernièrement, celui de Québec qui a été rénové et qui finalement s'est modernisé, s'est actualisé. Oui, effectivement, il y a de la place, mais c'est sûr que la concentration au Québec au niveau de la distribution, elle est extrêmement importante. Alors, de là, l'importance pour les producteurs et les transformateurs d'avoir une bonne relation avec l'ensemble des distributeurs ici au Québec. Effectivement. Et pour ce qui est des marchés de proximité, je crois qu'il y a une tendance vers la croissance des marchés de proximité. Le consommateur veut avoir des produits près de où il demeure, ne veut pas faire de grandes distances pour aller chercher ses produits alimentaires. Mais d'un autre ordre d'idée, ça met une pression énorme d'avoir des marchés de proximité qui ont une variété importante de joueurs québécois. Donc, ça demande une logistique beaucoup plus complexe d'avoir ce genre de marché-là. La pandémie a aussi mis en relief que le consommateur aime avoir les produits ou l'ensemble de ses produits dans un seul point. Un déplacement seulement que plusieurs déplacements, ce qui met aussi une autre pression sur les marchés de proximité ou les marchés un peu plus de niche. Et effectivement, il y a une tendance vers ça aussi dans le marché local. Excellent. Merci beaucoup. Peut-être une autre question qui traite en fait des producteurs de culture bio, des petits producteurs. Alors, il y a plusieurs modèles de production qui peuvent coexister, mais selon vous, quelle est la place des petits producteurs de culture bio là, dans cette relance? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'expansion? Quel est le regard que vous avez sur cette typologie de modèle agricole?
Ben, moi, je En pense. tout cas, Ouais, vas-y. ouais, Ouais, OK, vas-y, ben, vas-y. Non, c'est bon. OK. Ben, dans la dernière année, là, c'est la première fois là, qu'on voit une augmentation du nombre de producteurs agricoles, hein. Le nombre de producteurs agricoles était toujours en consolidation. Et dans la dernière année, il y a eu l'émergence de plus de producteurs. Moi, ce que ça me fait dire, là, c'est qu'il y a le marché de masse, il y a vraiment le marché de masse, il est très important, il est très concentré, il y a des grandes entreprises qui sont dans ce marché-là, puis il y a de la place pour des circuits courts, des gens qui vont... Il y a des consommateurs qui veulent avoir des producteurs avec des circuits courts qui vont livrer directement leurs produits. Il y a un marché pour ça. Moi, ce que je dirais, par contre, là, pour le voir, là, il faut choisir son marché. Puis, ça ne veut pas dire qu'on est bon dans un marché court, qu'on va être bon dans la grande distribution. Fait que, et on choisit son marché, puis on travaille dans le marché dans lequel on veut être, dans lequel on est bon. Puis, c'est bien correct qu'il y a les deux, puis les deux sont là pour des consommateurs différents. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, Yacine, si vous permettez, c'est que le pattern dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de mettre en opposition la petite agriculture puis la grande agriculture. On Exactement. n'est pas dans un film de cow-boy. Ce n'est pas les bons contre les mauvais. Vous savez, il y a de très bons grands producteurs, puis il y en a des très mauvais, puis il y a de très bons petits producteurs, puis il y en a de très mauvais. Alors, c'est une question de valeur avant tout. Puis moi, je le vois souvent, malheureusement, puis on l'entend souvent. Puis moi, je pense que la grande agriculture peut apporter beaucoup à la petite agriculture et vice-versa. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver finalement à développer une agriculture au Québec qui est distincte, qui est de qualité, qui est diversifiée et vivement la diversification. En fait, ça répond à une autre question qu'on avait de Bonnie Meissel. J'espère que je le prononce correctement sur la place de l'agriculture urbaine. Effectivement, peut-être qu'André, tu as un regard là-dessus, mais je pense que quel rôle elle va jouer demain dans les différents modèles agricoles et quelle place elle occupera. Mais peut-être sur ce point de l'agriculture urbaine, André, un regard pour répondre à Bonnie. Elle a sa place dans l'hospicier ici. Elle peut permettre, encore une fois, de vulgariser et de mieux faire comprendre, justement, aux jeunes ou aux les gens qui vivent en ville ou quoi que ce soit, qu'est-ce que c'est l'agriculture. Tant mieux. Mais, à mon avis, puis encore une fois, il ne faut pas opposer l'agriculture urbaine à l'agriculture de masse qui est important. Les deux sont importants. Vous comprenez que nourrir l'humanité, on peut bien... oui, l'agriculture urbaine, elle est intéressante, comme je disais tout à l'heure, elle permet de mettre la lumière sur une forme d'agriculture. Mais pour nourrir le monde comme on l'entend, dans un cadre de sécurité alimentaire au niveau des prix et tout ça, on aura toujours besoin de l'agriculture, je mets entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire celle en champ et tout. Vous savez, la culture en serre, c'est déjà un phénomène qui est extrêmement complexe. C'est pas simple de construire en serre. Moi, bravo à Loufa, entre autres, qui construit sur des toits. Écoutez, ça doit être d'une complexité inimaginable. C'est déjà complexe dans des conditions optimales. Alors, et qui plus est, on parlait d'exportation tantôt. Je ne pense pas qu'on va produire en ville pour exporter nos produits agroalimentaires ailleurs. Je ne pense pas que ce soit réaliste. On a besoin d'espace, on a besoin d'eau, on a besoin de lumière, de soleil et de tout ça. Alors, encore une fois, vivement la diversification. Merci, merci André. Peut-être une dernière question avant de conclure de Monsieur Roch Simard. Peut-être plus Sylvain sur quelle est la place effectivement de l'assurance crédit, donc l'assurance contre le non-paiement des clients dans le contexte des exportations croissantes. Il y a une grande place et habituellement, là, c'est un processus là, qui est quand même assez connu. Si on vend à l'extérieur du Canada, puis qu'on vend à des grands joueurs, qu'on vend à des chaînes d'alimentation, qu'on vend à des Costco, qu'on vend à des grands transformateurs, parce que souvent aussi, on peut produire des produits comme la canneberge, bleuet, puis on va vendre à des grands transformateurs. Il y a vraiment là, une panoplie d'assurances qui est disponible, puis EDC
est un partenaire gouvernemental important qui fait ça. Si on voulait aller vendre à l'étranger directement dans des tout petits marchés, sans passer par des distributeurs importants, là, c'est peut-être plus difficile, là, mais habituellement, là, assurer les ventes à l'étranger, là, c'est un processus qui se fait assez bien, puis c'est un processus très répandu là, dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ouais. Merci Sylvain pour ces éclairages. Alors effectivement, je pense que on a pu couvrir beaucoup de sujets et de questions. Je tenais encore une fois à vous remercier, messieurs, Sylvain, André et Gérald, pour votre temps et votre disponibilité. Je pense que ça a été très éclairant. Je voulais remercier aussi la Chambre de commerce pour cette tribune et l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la mise en œuvre de cet événement. Merci aussi aux personnes qui se sont connectées pour nous écouter. Voilà, c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui qui étaient connectés et avec vous, messieurs. Donc, bonne continuation. Merci à vous. Et Sébastien, je te redonne la parole pour conclure. C'est parfait. Merci Yacine. Merci aux experts. Merci Sylvain. Merci Gérald. Merci André. Ce fut fort instructif. Ça nous a permis de comprendre mieux les enjeux persistants auxquels le secteur agroalimentaire est confronté. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise. Et puis, je vois qu'il y a peut-être d'autres questions, Yacine, qui sont arrivées. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que tu peux les prendre en compte et puis on pourra revenir vers ces personnes-là avec des réponses sans problème. Absolument. Oui. Je tiens à dire qu'on n'est pas un boys club, là. On est juste des hommes autour de la table, là, mais qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur agroalimentaire, puis qu'on souhaite qu'il y en ait encore plus. J'en suis persuadé. Donc, juste avant de se quitter, un petit rappel, ne manquez pas notre prochaine causerie virtuelle du mouvement Relançons Montréal qui se tiendra le 19 avril prochain et traitera de l'importance de la main-d'œuvre pour la relance du Grand Montréal. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis un bon appétit en retard pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye, ciao. Au revoir. Au revoir.